aussi repréciser, là on a coupé tous vos micros pour éviter que ce soit le bazar en termes de prise de parole. Naturellement, si vous avez besoin d'intervenir, vous souhaitez, il y aura des moments où on vous posera des questions et où vous souhaitez intervenir. Vous avez la possibilité du coup de lever la main. Et pour ça, pour ceux qui ne connaissent pas dans l'outil Zoom, c'est dans la fenêtre, vous cliquez sur participants. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous avez soit me mettre en sourdine ou lever la main. Et à ce moment-là, à partir du moment où vous levez la main, nous, après, on pourra, le cas échéant, vous donner la parole et vous pourrez réactiver votre micro à ce moment-là. Ouais, moi j'ai une petite pop-up qui s'ouvre et qui me dit qu'il y a quelqu'un qui lève la main en fait. Euh, qui n'a pas trouvé, lever la main. Lève Levez la la main main. dans le chat. Non, je rigole. Non, mais le signal dans le chat parce que c'est super important pour la suite. Ah, si vous avez tous trouvé, ça va. Non, vraiment, s'il y a quelqu'un qui n'a pas trouvé la fonction, voilà, qu'on le sache. Vous le mettez dans le chat et On viendra, réexplique on va voir ça avec vous. Voilà. Ok, visiblement, pas de signe. Je n'ai pas trouvé. C'est quoi cette fonction? Ah bah merci. Peut-être tu veux faire un partage d'écran, Marie, pour montrer. Ah ouais, alors si je fais un partage d'écran, j'ai aucune idée si ça va le faire, mais allez, tentons. Non. Non, ça partage juste. Non, ça partage mon stylo, donc ça marche pas. Non, mais vous agrandissez votre fenêtre Zoom et il y a marqué donc participant 54 Tout en bas. tout en bas. Vous cliquez là-dessus et à droite, vous devriez avoir une liste de personnes, donc il y a nous, etc. Et il y a 3 petits boutons, inviter, me mettre en sourdine, lever la main. Bon, bah, c'est le bouton lever la main. Je vous avoue que ces outils ne sont pas forcément comment dire, optimaux en termes d'expérience utilisateur, mais enfin, là, c'est pas de notre faute. On a proposé un audit à Zoom, ils nous ont pas encore répondu, bizarrement. Je sais pas, il doit y avoir d'autres chats à fouetter. En fait. On a oui trouvé, d'accord. Il faut mettre en grand écran, en plein Ouais, écran, ouais. c'est Ouais. ça. Super. Bon ben, je pense qu'on peut démarrer sur des bonnes bases du coup. Ouais, cool. Bah, je vois qu'il est déjà 11h10, on est 54, donc la moitié de ce qui était prévu, mais c'est déjà super cool. Donc peut-être qu'on peut commencer avec notre petit icebreaker, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Mhm. Avec plaisir. Tu Alors, veux c'est Marie qui a la main dessus. tu veux l'introduire le temps que je copie le lien? Oui, oui, ça marche. Du coup, Marie va vous envoyer un lien dans le chat. Donc, vous avez juste à cliquer dessus. Et pour répondre justement à une question qui est quelle est la première chose que vous allez faire quand vous allez sortir du confinement? On vous a mis des petits exemples et des petites photos. Et puis, Marie va vous partager son écran pour qu'on voit toutes les réponses qui vont arriver en live, en fait. Donc, ça va être assez rigolo. Alors Hop. voilà le lien. La question, peut-être on peut. Voilà, elle est dans le lien, donc il suffit de cliquer. Et je vais partager mon écran. Comme ça, on verra les réponses en live, ça va être marrant. Hop, sur ça. Ouais, on voit bien? Ouais. Ouais, parfait. Et moi aussi, je réponds, hein. Moi aussi. Hop. J'essaie d'enlever ça, voilà. Alors, C'est trop bien. je crois que vous avez 3 choix. Ouais. Ah yes, t'as laissé les 3 choix. Ah, j'ai mis qu'un seul, tant pis. Il n'y a personne qui aime bien le poney. Enfin. Ah, merci. Eh ouais, il y en a qui vont se retrouver dans les bouchons. Ouais, je crois que faire la fête, il y a quelque chose, hein. Moi, je pressens un truc. Alors évidemment, quand le problème du Covid et du côté infectieux de la chose sera réglé, mais qu'on va faire une fête, mais digne d'une Coupe du Monde 98, on va se retrouver dans la rue à être comme des fous, quoi. Non? Il y a la fête. Ah, il y a Alors, quand même pas le 11 mai, on 2% est d'accord, hein, parce que des va bouchons, falloir hein. faire. Voilà. Progressif, progressif. Voilà, rester sur ses gardes. Mais je pense que quand on en aura fini vraiment avec cette affaire, ouais, on va vraiment avoir envie
de s'embrasser, de se serrer dans les bras. Bon, d'abord, on boit et après, on mange, hein, d'après le sondage. Hein. Trop marrant. Ok, bah c'est chouette. Vous voulez un peu débriefer là-dessus, Jérémy et Carole? Alors sur le résultat, je ne sais pas. En tout cas, sur la forme, on s'est posé la question de qu'est-ce qui pourrait être sympa et qui ne prendrait pas trop de temps compte tenu du volume de participants à gérer. Et on s'est dit voilà, qu'un petit sondage avec une restitution en temps réel, ça pouvait être intéressant. Donc voilà, c'est un tips. Si jamais vous êtes amené à animer des ateliers avec plus de 15 personnes, pour éviter que ça prenne trop de temps sur le tour de table pour que chacun s'exprime, le fait que tout le monde puisse le faire en même temps, on s'est dit que ça pouvait être une bonne alternative. Voilà. Je ne sais pas Cool. si Carole et Marie Ouais. voulaient compléter. Non, c'est ça. Du coup, vous avez Vas-y, Carole. le nom de l'outil en haut, là, menti.com. Et du coup, on va l'utiliser plusieurs fois, donc vous pourrez voir un petit peu Bon, les autres Carole, fonctionnalités on a du mal à t'entendre. qui sont possibles. Du coup, est-ce qu'on passe à la première question, Marie? Oui. Du coup, on peut stopper le partage d'écran. Donc, la première question sur laquelle on s'est concentré, compte tenu des votes, c'était, je vais la relire pour tout le monde, comment restituer les interviews utilisateurs, comment lancer l'idéation à partir de ces derniers. Donc, traduction, comment on passe de la première phase du processus où on s'est imprégné du sujet, on était allé au contact des cibles qu'on vise et on a défini la problématique. Du coup, il est temps de réfléchir aux solutions, à sketcher quelques solutions. Comment on se nourrit de ces éléments-là en fait pour alimenter la phase suivante. C'était manifestement en tout cas la question qui a recueilli le plus de votes et sur laquelle nous déjà on a commencé un petit peu à réfléchir pour vous amener un maximum d'éléments de réponse. Naturellement, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, en fait, n'hésitez pas à utiliser le chat et on essaie de compiler les réponses. Marie, est-ce que tu veux commencer? J'aimerais Tu peux bien faire, hein. commencer, mais je suis pas tout à fait au point techniquement sur mon Zoom, donc je veux bien que tu commences. Ok, alors je peux commencer. Euh, Moi, j'avais dans la discussion qu'on a eue, moi je m'étais noté que ce qui était important, c'est d'avoir des formats de restitution qui soient intelligibles, qui permettent d'avoir de l'impact auprès des gens que vous allez adresser. On sait que la recherche, et vous le savez certainement, c'est un des éléments qui est le plus compliqué entre guillemets à vendre dans un projet. C'est facilement celui sur lequel on fait le plus facilement l'impasse, soit parce qu'on n'a pas le temps, soit parce qu'on n'a pas le budget. Et c'est néanmoins, nous, c'est notre carburant en tant que UX designer. Si on n'a pas la phase de recherche, ça devient compliqué. Donc, le fait de bien formaliser les choses, quand on a la chance de pouvoir faire de la recherche, même si c'est sur un temps court, c'est de profiter de ces éléments-là, non seulement pour restituer, le premier objectif, c'est naturellement de dire ce qui s'est passé, d'en faire une synthèse, mais il y a aussi l'idée de véhiculer un message, de démontrer que ça a un intérêt et d'embarquer un maximum de gens dans le processus. Et donc pour ça, le fait de soigner ces livrables, si on ne sait pas le faire soi-même, on peut très bien se faire aider, soit d'un graphiste, sous-traiter ça. On a la matière et donc après, c'est de la mise en forme, donc ça ne coûte pas forcément très très cher, ça ne prend pas forcément énormément de temps à quelqu'un qui a les compétences, mais c'est important d'avoir un livrable de qualité parce que c'est des choses qui vont rester, que vous allez potentiellement accrocher au mur et qui vont aussi vous servir à expliquer le processus, à expliquer pourquoi c'est important de prendre le temps d'aller voir les utilisateurs et en quoi ça va du coup vous servir pour la suite. Et donc pour les prochaines fois, les gens se souviendront de. C'est clair qu'on a bien compris maintenant en fait en quoi ça pouvait nous aider nous-mêmes qui n'avons pas participé à la recherche à comprendre le sujet et à du coup identifier les bonnes problématiques. Et donc ça va potentiellement vous donner des armes pour la suite. Par rapport à ça, moi je m'étais noté aussi de faire de la recherche. Vous avez une batterie d'outils à votre disposition. C'est de choisir du coup les bons outils en fonction du contexte et de vos besoins pour atteindre au mieux votre objectif. C'est-à-dire si vous savez que vous avez vraiment des choses à avoir autour des retours qualitatifs, vous allez avoir des outils comme les interviews, les sondages que vous allez pouvoir envoyer à une large échelle pour avoir un maximum de retours. Si plutôt on va être sur du non-verbal,
des choses autour des impressions, des choses que les gens ne sauront pas forcément exprimer d'eux-mêmes et que vous voulez absolument pouvoir observer in situ, bah là, on va plutôt être sur du shadowing. Shadowing, c'est on se place dans une pièce et on observe les gens qui sachent ou pas en fait qu'on est là. Ça peut y avoir des variantes. Et donc, encore une fois, bien fixer les objectifs de qu'est-ce que je cherche à faire ressortir de ma phase de recherche et en parallèle, du coup, quels sont les outils qui me permettraient de bien y accéder et avec lesquels moi je suis à l'aise pour les mettre en place. Bah, Marie et Carole, je ne sais pas si vous voulez prendre la suite. Carole, vas-y. Oui. Du coup, moi, ce que j'avais compris aussi dans la question, c'était de savoir faire la transition entre j'ai fait ma recherche utilisateur avec tous mes outils de recherche utilisateur et après, il faut que je trouve des idées pour justement répondre à ces besoins que j'ai identifiés. Ouais. Du coup, j'ai fait un petit schéma pour essayer d'illustrer ça. Alors, je vais partager mon écran. Hop, je partage ça. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon schéma? Ouais, on voit. Ok. Ouais, super. Est-ce que Euh, vous voyez tous bien? Yes. Ok. C'est tout bon. Carole, tu es encore avec nous? oui, j'essaye de couper ma caméra, mais ça marche pas. Bon, tant pis. J'espère que vous allez bien m'entendre. J'ai un peu des problèmes de connexion ce matin. C'est assez aléatoire chez moi. Donc en fait, moi je me suis dit, bon, il y a la recherche utilisateur qui est au début, donc de différentes manières. Hein, ça peut être des interviews, des observations, enfin plein de choses. À la suite de ça, vous allez devoir bien entendu analyser les résultats que vous avez fait pendant votre recherche utilisateur. Pour ça, vous avez je pense que le livre de Ah, Kevin Allemand est... Ouais, vous m'entendez toujours? Ouais. ouais, vas-y, reprends un tout petit peu le début. Alors, je disais, vous allez analyser les résultats et ensuite, vous avez dans le livre de Karine Lallemand et Guillaume Grenier, donc le livre sur les méthodes UX, en fait, qui est assez connu dans le domaine, vous avez dans le chapitre persona des éléments pour justement construire des personas qui sont cohérents par rapport à votre recherche utilisateur. Donc en fait, vous allez pouvoir construire vos personas avec des variables. En fait, c'est les flèches là que vous voyez, les petites flèches. En fait, vous allez pouvoir dire bah, la variable, par exemple, la variable être à l'aise avec les nouvelles technologies. Et du coup, vous allez pouvoir placer les personnes et les verbatims qui ont été dits sur la variable à l'aise avec les nouvelles technologies. Donc peut-être que vous allez vous rendre compte que les gens ils vont être plutôt du côté moins de à l'aise avec les nouvelles technologies et que votre persona, vous allez devoir faire un persona qui n'est pas à l'aise avec les nouvelles technologies. Donc ça, c'est tout expliqué dans le livre. Hein. Donc en fait, ça va vous permettre justement de construire vos personas. Donc les personas, voilà, pour rappel, c'est un peu des clichés un petit peu de qui sont nos utilisateurs. Et là-dedans, rien que dans les personnages déjà, et même dans la recherche utilisateur, vous allez pouvoir identifier des besoins et des freins principaux. Donc peut-être que quand vous allez rencontrer les utilisateurs, vous allez voir que X fois, donc un très grand nombre de fois, on vous a dit bah, le besoin, ça serait bah, moi j'ai besoin de ci, j'attends ça, etc. Et vous allez justement identifier ces besoins-là. Pareil pour les freins. Les freins, c'est voilà, les peurs des gens, ce qui les freine, etc. Donc ça, vous allez pouvoir les identifier là-dedans. Vous pouvez aussi les identifier quand vous allez faire des expériences map. Donc l'expérience map, c'est un petit peu comment va se dérouler le process de A à Z un petit peu. Donc là, vous allez pouvoir repartir de vos personas et vous allez pouvoir même croiser les personas, par exemple. Ils vont peut-être même pouvoir interagir, ces personas que vous allez sur votre expérience map. Et donc là, vous allez pouvoir aussi extraire en fait des besoins et des freins quand vous allez dérouler tout ça, parce que ça va être encore plus précis que ce que vous avez eu avant. Et ensuite, vous allez pouvoir vous poser une question. Donc, c'est ce que j'ai mis à One Tree. Donc, c'est vraiment comment pourrions-nous. Donc là, vous allez identifier des freins, par exemple, un frein en particulier. Vous vous dites, bah, ce frein-là, il y a vraiment quelque chose à faire parce que c'est vraiment très, très bloquant. Je l'ai entendu à chaque fois, etc. Comment on pourrait faire pour qu'on enlève ce frein-là? Donc là, vous allez devoir travailler sur cette question-là, reformuler la question. Donc, tout ça, c'est des choses que vous pouvez voir aussi dans toutes les documentations plus sur le design thinking. Et ensuite, à la suite de ça, quand vous avez bien identifié votre question, là, vous allez pouvoir passer en phase d'idéation. Donc en fait, il faut vraiment passer par toutes ces étapes-là. C'est vrai que de passer de la recherche utilisateur directement à la phase d'idéation sans passer par toutes ces étapes, c'est un peu compliqué. Donc moi, je vous propose je pense que je ne suis pas la seule à faire comme ça, de travailler de cette manière.
Ok. Marie, tu voulais compléter? Oui, alors moi, quand j'ai lu cette question, la première chose qui m'est venue, c'est que restituer les interviews utilisateurs pour lancer l'idéation, euh, moi déjà, c'est l'interview utilisateur. J'ai l'impression qu'on réduit la recherche utilisateur aux interviews. Et j'aimerais vraiment dire que la recherche utilisateur, c'est pas que écouter ce que les gens disent. Voilà, on a un auteur, Sanders, qui nous dit que pour bien comprendre de manière globale et holistique, c'est important d'écouter ce que les gens disent, mais aussi d'observer ce qu'ils font et d'étudier ce qu'ils créent, éventuellement dans des ateliers où ils matérialisent des choses, etc., et où on comprend mieux ce qu'ils ont derrière la tête, qu'ils ne pourraient pas exprimer facilement avec des mots. Je pense notamment aux techniques génératives, pour ceux qui connaissent. Voilà, ça c'était ma toute première remarque sur le côté interview, parce que je vois aussi beaucoup de formations ou de webinaires qui disent on vous apprend à faire des entretiens. C'est très bien, hein, mais vraiment, n'oubliez pas que l'observation, c'est essentiel dans notre métier. D'ailleurs, Don Norman a un super passage dans son bouquin The Design of Everyday Things, là, le jaune, où il dit observez les gens à l'école, dans les rues, dans leurs bureaux, regardez comment ils font, etc. Suivez-les jusque sous la douche, si nécessaire, pour comprendre les vraies situations qu'ils rencontrent et pas seulement des expériences isolées. C'est ce qu'il appelle, c'est la technique qu'on appelle l'ethnographie appliquée. Voilà, donc c'est dans ce chapitre, le chapitre 6, il me semble. Enfin bref, tout ça pour vous dire que voilà, l'observation a vraiment toute son importance. Après, l'autre point que je voulais dire, c'est que oui, l'écueil que je vois souvent dans la recherche utilisateur, et je suis passée par là, enfin, je me suis retrouvée aussi dans le piège moi-même, donc c'est le fait d'avoir beaucoup de données et d'être noyé dans toutes ces données entre les questionnaires, les entretiens. On en a de partout, on a des fichiers. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça pour passer à la phase suivante qui est on va dire l'idéation avec brainstorming, design studio, enfin peu importe. J'ai l'impression que c'était ça la problématique. Hein, est-ce que vous vous retrouvez noyé dans les données? Est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que c'est ça un petit peu votre pain point en me disant oui? Yes, ok. Voilà, je veux juste vérifier que c'est effectivement ça le souci. Oui, ça m'arrive, d'accord. Donc, pour éviter cet écueil, moi, comment dire, l'astuce que j'ai trouvée, c'est vraiment de penser aux personas et aux expériences maps que vous allez créer après, puisqu'en fait, ces outils sont les outils de synthèse principaux qu'on a en design d'expérience pour synthétiser toute la matière que l'on recueille lors de la recherche utilisateur. Donc, si vous avez bien en tête vos personas et ce que vous allez mettre à l'intérieur, etc., et l'expérience map, vous pouvez presque partir sur le terrain avec des petits outils, des petits templates allégés de personas et d'expérience map pour les remplir presque en live ou disons directement en synthèse de vos entretiens. D'ailleurs, Karine Lallemand, dans son bouquin, conseille justement de faire ces fiches synthèse qui ressemblent déjà à des fiches persona, une fiche synthèse d'entretien par exemple, pour que déjà vous voyez, voilà, les motivations c'est ça, schlack, 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 il y a 3 bullet points, les préoccupations c'est ça, schlack, schlack, schlack. C'est déjà très synthétique et ça vous évite de vous noyer dans des notes que vous pourriez prendre à l'arrache sur une feuille, voilà, sur des choses comme ça. Après, c'est difficile à exploiter ça. Donc, voilà, si vous pouvez partir avec des petits templates allégés, j'essaie de lire en même temps dans le chat, mais ce que Karine Lallemand appelle des micro-personas. Donc, en fait, c'est un persona par participant à l'entretien. Voilà, et vous faites tout de suite la synthèse de ce qui est ressorti de l'entretien sur cette petite fiche, ce qui vous permettra après d'avoir plusieurs petites fiches. Imaginons que vous en ayez fait 10, vous les affichez au mur et alors vous pouvez faire un atelier persona où cette fois vous allez voir quelles sont les récurrences entre les différentes fiches micro-persona.
vous allez voir qu'il y a des comportements similaires de l'un à l'autre, il y a des pain points similaires, qu'il y a peut-être une catégorie, un profil qui ressort et un autre profil, etc. etc. Je ne sais pas si je vous ai aidé, mais en tout cas, pour moi, ça marche de faire ça. Et je ne supporte pas de me sentir noyée dans la masse de données. Donc, ça m'aide beaucoup. L'autre outil, ben, c'est un peu du même genre, mais n'hésitez pas à aller vite faire des cartes d'expérience très allégées. Vous partez avec un petit template d'expérience map, c'est-à-dire en gros un trait, une flèche temporelle qui matérialise le temps et les différentes étapes par lesquelles passe un utilisateur pour atteindre son objectif. Et d'aller tout de suite avec le participant que vous avez avec vous, bien structurer son parcours actuel et voir avec lui c'est quoi les pain points, les irritants que vous rencontrez à chacune des étapes. Et ça permet de structurer tout de suite les choses. Parce que si vous laissez une personne parler, elle va vous dire « Ah oui, moi, mon problème sur ce logiciel, c'est que si et ça. » Et puis « Ah oui, par contre, j'ai oublié de vous dire, mais quand je veux faire ça, je rencontre toujours le même souci, c'est que ça, ça, ça. » En fait, et la discussion va partir comme ça dans tous les sens. Donc, c'est très bien d'avoir des anecdotes, mais disons que ça aide de structurer et d'avoir des templates préétablis où vous dessinez les choses et vous les rendez visuels et vous les partagez avec votre participant. Comme ça, il voit ce que vous écrivez et il voit que ça prend forme et que c'est très structuré et que toutes ces remarques sont en fait rangées dans un parcours qui a des étapes. Donc, par exemple, quand je veux éditer un devis sur mon logiciel, eh ben, je passe par l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, l'étape 5. Et c'est surtout à l'étape 3 qu'il y a des problèmes. Et nous, UX designers, ça nous aide énormément d'avoir une sorte de clarté, d'avoir une clarté de ça et pas que ce soit, comment dire, un fouillis de pain points qui partent dans tous les sens. Parce qu'on aurait du mal à le ranger quelque part. L'expérience map nous permet de ranger ça dans des sortes de cases temporelles comme ça et te dire voilà, il y a le parcours éditer un devis, il y a le parcours ajouter un contact, il y a le parcours, etc., etc. Et à l'intérieur de ce parcours, il y a des séquences et c'est à quelle séquence qu'il y a des points de douleur. Euh, et du coup, oui, je pense que c'est très structurant pour nous de faire ça. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait déjà ça parmi les participants? Voilà. Je vois pas les réponses. Il y en a plein de oui. Il y a Voilà. plein de oui. Bon, bah super. Il y en a Bon. quelques-uns. Il y avait quelques questions dans le chat. Je vais peut-être les réévoquer en fait pour être sûr de ne pas les perdre. On a Adeline qui nous demande pour le process de la recherche jusqu'au positionnement, quelle est la durée moyenne à prévoir? Pour faire quoi? Pour faire toute la recherche? Alors, peut-être Adeline, est-ce que, je ne sais pas si tu peux réactiver ton micro ou du coup nous préciser. Moi je comprends c'est quoi la durée moyenne d'un processus de recherche, Oui, mais peut-être si tu peux nous préciser. oui, ma question, c'est tout le processus de recherche, que c'est à partir des interviews, des observations terrain, l'analyse, création des personas et des expériences map, à combien on évalue à peu près cette phase de recherche? Ok, merci. Waouh. 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 Ça Moi, dépend. j'ai envie de dire it depends, comme tu Voilà. dis. Non, mais en vrai, en tout cas pour ma part, je pense qu'on peut faire des choses très très raccourcies, très ramassées, mais il faut bien se douter que quand on fait des choses très courtes, hein, par exemple sur une journée d'observation terrain par exemple, eh ben, on n'aura pas la même qualité que si on fait des recherches utilisateurs pendant 2 semaines, 3 semaines ou un mois. Euh, mais parfois, les contraintes et les ressources du projet font que on ne peut pas faire des choses parfaites. Et puis de toute façon, je crois qu'il faut aussi se dire qu'on ne cherche pas la perfection. Ça, c'est un truc que je vois chez les UX designers, c'est qu'on dirait qu'on est obligé de partir de la vérité exacte et précise des utilisateurs, alors qu'en fait, vous pouvez commencer par un petit bout et juste vous dire, voilà, par exemple, je commence avec 5 ou 10 tests utilisateurs. Si je dois, par exemple, améliorer Google Agenda,
je fais 5 ou 10 tests utilisateurs de Google Agenda, mais j'aurai déjà de la matière pour améliorer Google Agenda. Je n'ai pas besoin de faire X mille personas, X mille observations, X mille entretiens, X mille sons culturels ou focus group ou je ne sais quoi. Et puis ça dépend vraiment, vraiment de votre projet, des ressources et des contraintes du projet. C'est très difficile là de te dire, une recherche utilisateur, ça prend toujours 2 semaines. On ne peut pas te dire ça. Pour une startup qui n'a pas d'argent, on peut faire des choses très très courtes. On peut même, je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que moi, par exemple, je prends le raccourci de ne pas toujours faire de recherche utilisateur. Alors que j'étais quelqu'un qui était en mode puriste, je me disais c'est pas possible, on peut pas switcher, on peut pas squeezer cette partie. Et ben aujourd'hui, je suis capable pour des clients qui n'ont pas de budget de dire on fait des storyboards de votre concept tel que vous l'avez dans la tête, d'accord? Et on va le confronter aux utilisateurs. Ça veut dire qu'on ne fait pas toute la phase observation, recherche terrain, entretien, focus group, enfin tout ce qu'on connaît, parce qu'ils n'ont pas le budget et ils ne peuvent pas en fait. Donc c'est plus simple que je passe 2 heures ou 3 heures à faire des storyboards rapides de eux, comment ils voient leur concept, et dès l'après-midi ou dès le lendemain, on va confronter et on va itérer sur un storyboard. Vous voyez où on peut en arriver quand sous la contrainte en fait, parce que c'est la vie en fait, c'est la réalité. Du coup, je business rajouterais des entreprises. Ouais, je Voilà. rajouterais un truc sur ce que tu dis, Marie. Je pense que c'est important d'insister sur la notion d'itération. Parce qu'il vaut mieux faire plein de petits trucs itératifs pour rebondir très vite plutôt que de faire, imaginez, vous passez 3 mois à faire de la recherche utilisateur, etc. Vous commencez à prototyper quelque chose et tout, et en fait, vous êtes à côté de la plaque parce que, je sais pas, vous avez mal identifié un truc ou je sais pas quoi. Après, vous allez devoir revenir dessus et ça va être 3 mois de... Enfin, c'est pas 3 mois de boulot mis à la poubelle, mais enfin voilà, ça va prendre beaucoup plus de temps. Alors que je pense que des fois, des petits trucs itératifs, mais souvent et fréquents, c'est peut-être pas plus mal en fait de faire ça. Mais après, c'est sûr que si on a le budget et tout, c'est bien de faire une recherche utilisateur comme il faut, évidemment. On est d'accord. Peut-être tu voulais rajouter quelque chose, Jérémy? Non, mais je regardais aussi ce qui se passait dans le chat. Ouais, il y a C'est plein de lui qui questions. disait, selon Nielsen, 5 interviews, ça suffit. Alors, je pense que là-dessus, je voulais en profiter pour rebondir sur ce point, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous arrange bien de temps en temps, en fait, cette stat. Je voulais juste recadrer, en fait, sur ce sujet-là. Nielsen, il dit ça pour les tests d'utilisabilité. C'est-à-dire, c'est vraiment quand je veux tester un prototype sur un ciblage bien précis, 5 utilisateurs me permettent d'avoir 80% des écueils. Et au-delà de ça, on va les 20% restants, va être compliqué à aller chercher. Il va falloir que je fasse beaucoup plus de volume. Mais déjà avec 5, je vais avoir des feedbacks intéressants sur mon sujet. Ça ne concerne pas la recherche utilisateur. D'accord? Ça, c'est important quand même de le dire. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément faire du volume. Mais cette stat-là, en fait, il faut qu'on soit quand même rendre à César ce qui est à César et bien le remettre dans son contexte. C'est par rapport au test d'utilisabilité et pas par rapport à la recherche. Parce que, encore une fois, tout va dépendre du ciblage que vous allez chercher. Ce n'est pas 5 personnes au hasard. Il faut bien savoir à qui on va s'adresser. Et voilà. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Naturellement, on est vraiment dans une logique où c'est compliqué de défendre ce sujet-là et en même temps, on sait que c'est super important. Et donc, on doit combiner, en fait, essayer de trouver le meilleur équilibre entre le besoin qu'on a d'avoir la matière et la nécessité de répondre aussi aux besoins du projet. Donc, on ne peut pas ne rien avoir parce que sinon, c'est vraiment compliqué. Et il faut d'une manière générale, en fait, qu'on ait quand même un minimum de matière. Et donc, il faut qu'on soit habile et créatif dans comment est-ce que je vais faire pour, avec le temps qu'on me donne, même si c'est une demi-journée, même si c'est sur du temps off, réussir quand même à capter ces éléments-là. Et je pense que là, Marie et Carole vous ont donné quelques éléments. Carole, moi, en tout cas, si je peux faire une mini parenthèse, mais je suis je suis une adepte du Rapid Iterative Testing and Evaluation, ce qu'on appelle la méthode RITE, R-I-T-E. Et en fait, plutôt que de prendre un échantillon, donc par exemple une vingtaine d'utilisateurs pour tester la même maquette et ensuite faire une liste de préconisations, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire un premier jet de maquettes, même des maquettes très papier, hein,
et de la confronter à une personne, puis à deux, et de voir les récurrences entre ces deux personnes, donc qu'est-ce qu'elles ne comprennent pas, etc., les problèmes qu'elles rencontrent là-dessus. Et à partir de ces deux-là, déjà faire une amélioration sur la maquette, selon ce qu'on pressent ce qu'on a détecté qui fonctionnait pas bien. Donc, on va essayer d'améliorer ça et on teste avec une troisième personne. Et là, on voit ce qui se passe. Est-ce que ça a amélioré les choses ou pas? Et on itère, c'est-à-dire qu'on ajuste en fonction de ce qu'elle va nous remonter. Et on teste avec une quatrième personne la version améliorée. Et ainsi de suite, on teste à chaque fois une version améliorée jusqu'à arriver à une maquette, on va dire, qui devrait être plus convenable que la première. Et je trouve que cette méthode-là, elle est vraiment, pour moi, elle fait gagner beaucoup de temps parce que c'est très bien de tester avec 20 personnes une maquette, une même maquette, mais après, vous faites quoi? Vous faites la version 2 et puis vous retestez avec 20 personnes, donc ça fait 40. Donc, il faut en recruter 40. Puis la V2, elle va toujours pas. Vous faites une V3, il faut de nouveau 20 personnes. Donc, et vous multipliez comme ça le nombre de participants. Moi, je suis toujours en recherche d'efficacité et de faire des bons compromis. Je trouve que cette méthode RIT est vraiment très intéressante dans la plupart des cas, enfin dans beaucoup de cas en tout cas. Il y a Sébastien qui rebondit sur ce que tu viens d'évoquer en demandant est-ce que tu fais l'itération avec les mêmes personnes ou avec des personnes différentes? Ah, oui, c'est une bonne question. Donc, je disais justement de tester avec une autre personne. Par exemple, si je fais une application pour des parents, je teste avec un premier parent, il s'appelle Rémi, et avec Muriel. Les deux me remontent des choses différentes, mais certaines choses communes. Et à partir de ces choses communes, j'améliore mon prototype. Et je le teste avec une autre personne, Lucas. Lucas va avoir une version améliorée. Il ne sait pas qu'il y a deux personnes qui sont passées avant lui, qui ont essuyé les plâtres. Et après, selon ce que va me dire Lucas et ce que je vais observer de ses comportements, de ses réactions, je vais améliorer le proto encore avant de le montrer à Muriel, par exemple. Et ainsi de suite. Après, donc c'est juste les deux. On montre à deux personnes au départ pour essuyer les plâtres et voir vraiment les points récurrents. Et ensuite, c'est une personne à chaque fois, mais une différente, effectivement. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont, comment dire, très intéressés par nos projets et qui disent « Ah, j'ai envie de voir ce que ça a donné ». Ça ne vous empêche pas de montrer l'évolution à un moment donné et de revenir vers Rémi et de dire « Regarde, voilà maintenant où on en est avec le proto et voilà, qu'est-ce que tu en penses maintenant? Est-ce que ça répond mieux à tes besoins? Est-ce que tu comprends mieux l'interface ?» Mais idéalement, c'est avec des personnes différentes. Et après, Voilà là, mon ce que tu conseil. décris aussi, c'est pas mal sur tout ce qui est utilisabilité. Mais en fait, imaginons que c'est une startup qui a juste un concept, qui n'a pas de proto, qui n'a rien, et qui veut juste tester son concept ou avoir des informations sur des usages, des besoins, etc. Là, c'est vrai que c'est pas mal des fois d'avoir un peu plus d'avoir plus de monde et de balayer plus large parce que quand c'est flou, quand on ne sait pas trop où on va, etc., là, il faut être en mode exploratoire. Donc, il faut explorer, il faut aller voir pas mal de monde, observer. Il y a pas mal de choses à faire. Et ça, c'est vrai que ça peut être un peu plus lourd et un peu plus long à mettre en place que des tests d'utilisabilité d'interface. Donc, ça va dépendre en fait de ce que vous avez besoin de faire, etc. Ouais. Parce que c'est sûr que le premier, pour rebondir, mais le premier participant, il est biaisé quelque part parce qu'il a vu la première interface. Donc, il faut quand même trouver des nouveaux participants pour tester les versions itérées du prototype. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Du coup, je vois que l'heure, elle tourne pas mal. Est-ce que vous pensez qu'on avance sur la deuxième question ou peut-être on laisse quelques personnes nous faire leur retour, non, peut-être? Ah ouais, moi ouais, j'aimerais beaucoup savoir comment vous répondriez à cette question. C'était quoi? On avait prévu ça comment, Carole? En fait, on avait prévu s'il y a des personnes qui veulent donner des tips ou d'autres éléments par rapport à ce qu'on s'est dit, qui puissent lever la main et puis je donnerai la parole à la première personne qui lève la main. Voilà, donc si vous avez envie de partager aussi votre expérience, un petit peu, pas trop longtemps, mais levez la main dans le chat comme on vous a montré tout à l'heure.
Je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont des choses intéressantes à partager. Non, pour l'instant, tout le monde est timide. Bon, peut-être que Ouais, ou c'est vous pas, pouvez mettre dans le, vous On pouvez verra mettre peut-être dans le après, chat. sinon vous Hein. les mettez dans le chat. Ouais, Et après, on passe à la deuxième question. yes. Hmm. Je vais regarder déjà ce que c'est la deuxième question. T'as vu que l'ordre a changé du coup, hein? Ouais. Ben, la deuxième question, c'était comment mettez-vous en place une nouvelle méthode de recherche ou de conception que vous n'avez jamais appliquée? En gros, quand on a des connaissances théoriques et qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais mis en pratique, comment est-ce qu'on fait pour le faire? Du coup, Jérémy, tu veux commencer? Ouais, je peux commencer. Alors, bah, je vais vous partager un élément qui me sert un peu de, de guideline, en fait, quelque chose que j'aime bien garder en tête quand justement j'applique une nouvelle méthode. Moi, j'aime bien, quand je lis des bouquins, etc., après, les mettre en pratique, vraiment voir si moi je suis à l'aise avec ça ou pas. Et donc, je vais vous partager, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'approche, alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est Shuhari. C'est une approche qui vient des arts martiaux japonais et qui se décompose en trois parties. La première, Shu, en fait, c'est quand on est novice et donc quelque part, on a un peu le master en fait qui va venir nous montrer comment faire, qui nous explique. Donc si on fait le parallèle avec nos métiers, je lis une approche détaillée, c'est un peu comme une recette de cuisine. Et donc quelqu'un va venir m'expliquer les gestes à faire, comment s'y prendre, les objectifs que je peux atteindre par rapport à ça. Donc voilà, je me contente d'appliquer, pas bêtement en fait, mais d'appliquer à la lettre la règle et surtout pas y déroger pour pas faire de faux pas et commencer à ressentir les choses et à voir où est-ce que je suis à l'aise, où est-ce que je suis pas à l'aise, mais commencer à me l'approprier et tout en respectant vraiment à la lettre. Pour passer au deuxième stade, le stade du ha, et là c'est je connais bien la recette maintenant, j'ai plus besoin de la relire, je l'ai bien en tête, et donc je vais m'autoriser à rajouter quelques épices, à me l'approprier un petit peu, mais tout en restant quand même dans le cadre de ce qui est fait. On est vraiment à la marge des petits ajustements, vraiment à la marge. Et une fois que ça, je me considère comme acquis, je me sens suffisamment à l'aise. À ce moment-là, j'arrive au troisième stade qui est le riz. Et le riz, c'est là, je peux m'autoriser à réinventer la recette. Vraiment, je la déconstruis et je la reconstruis. J'atteins toujours le même objectif, mais je me la suis vraiment appropriée. Et à ce moment-là, ça devient presque une autre approche qui s'inspire d'eux, mais je prends vraiment des libertés par rapport à ça. Et ce qui est important en fait de comprendre, c'est le passage de l'un à l'autre. Et je ne peux pas en fait skipper une étape. Je ne peux pas en fait passer de la lecture à la lettre de la recette à je l'interprète et je fais ce que je veux. Parce que ça, on a tous les risques de tomber à côté de la plaque ou de faire un faux pas et de complètement passer à côté de l'objectif. Parce que les gens qui ont conçu la méthodo, l'exercice, l'icebreaker, peu importe ce que c'est, ils ont, ils ont beaucoup d'expérience derrière. En fait. Ils l'ont testé, ils l'ont twisté. Si on prend l'exemple du design sprint, c'est des dizaines, des cinquantaines, des centaines de sprints qui ont été déroulés pour arriver à ce qui a été écrit dans le bouquin. Donc on ne peut pas se permettre, nous, petits UX designers qui consultons le bouquin pour apprendre, à dire c'est bon, j'ai compris, je prends des raccourcis et maintenant, moi, je vais complètement challenger le truc, etc. Il y a des très fortes chances que ça ne marche pas. Donc voilà, ce que je voulais évoquer, c'est être humble par rapport à ça. Bien évidemment, tester parce que c'est en testant qu'on va se rendre compte de j'ai compris et je suis à l'aise avec ça, ou j'ai compris mais finalement je me sens pas super à l'aise, donc je vais peut-être passer à une autre approche qui me permettra d'atteindre le même objectif, mais autrement. Mais bien évidemment, de rester super humble avec le fait de se dire où est-ce que j'en suis par rapport à ces trois phases et certainement pas essayer de prendre des raccourcis. C'est vraiment, moi je vois trop souvent en fait des gens qui disent oui, moi la première fois que j'ai fait un sprint, du coup je l'ai raccourci en une demi-journée, on a fait ça. Ok, mais du coup on est complètement à passer à côté du sens même, de l'essence même de l'approche. Donc ça, on peut se permettre de le faire éventuellement, mais quand on a suffisamment de maîtrise et qu'on se sent suffisamment à l'aise avec la recette à la base.
Et donc, j'invite vraiment en fait voilà, en respectant ça, on s'assure qu'on va monter en compétence suffisamment, on va se laisser suffisamment de temps pour monter en compétence et éviter de tomber à côté de la plaque et de se prendre un mur. Voilà, c'était ce que je voulais apporter par rapport à cet élément de réponse, enfin cette question. Ouais, c'est super intéressant ton chouari, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Non plus. Non. Je vous enverrai, je peux vous partager du coup des petits articles là-dessus. C'est Marina avec qui j'écris le bouquin en ce moment qui m'a expliqué ça. Et depuis, c'est vrai que c'est quelque chose que je c'est hyper simple à comprendre et on peut l'appliquer à tout, vraiment à n'importe quel apprentissage, que ce soit dans la vie pro comme la vie perso. Et la question, c'est vraiment où est-ce que j'en suis dans ces 3 phases. Ouais. Et du coup, oui, concernant les liens, etc., ce qu'on vous montre, je vous propose qu'on vous l'envoie comme vous êtes inscrits tous, ou la plupart, je pense, à la newsletter. J'enverrai via la newsletter. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, qui sont juste inscrits à l'Eventbrite, je vous mettrai un lien de tout ça. Cool, c'est top. Du coup, moi, je vais peut-être prendre la suite parce que c'est un peu en rapport avec ce que tu as dit, Jérémy. Moi, ce qui m'a fait tilter, c'est une conférence que j'ai vue de Pauline Thomas il n'y a pas très longtemps, donc du laptop, qui parlait vraiment des différents métiers de l'UX. Et je trouvais elle a construit une roue avec plein de compétences et du métier que j'ai trouvé très intéressante et que j'avais envie de vous partager. Alors, je vais partager. Tac, je partage l'écran. Hop. Voilà, normalement, vous voyez mon écran. Donc, en fait, c'est dans un article. Donc, ça, je vous l'enverrai également. Donc, les métiers de l'UX. Donc là, Carole, oui. Carole. Oui, vous Du coup, m'entendez on là? a ton écran, mais on t'a plus toi. Il fallait C'est faire un bon, là, choix. vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas là? Bon, Jérémy, tu nous expliques la roue puisque on l'a vu aussi. Ouais. Là, vous m'entendez? Alors, je ne l'ai pas détaillé. Par contre, là, elle a scrollé et donc on n'arrive pas bien à voir. En gros, Carole, Là, vous help, m'entendez ou pas? Ah c'est. bah sinon on fait un partage nous. Hein. Ouais, mais je ne l'avais pas préparé. Ah. Donc, je vais essayer de meubler pendant qu'elle. Voilà. Les C'est joies du direct. Pauline du laptop, en fait, qui a essayé de mapper toutes les compétences requises dans le domaine de l'UX design. Donc, vous voyez qu'il y en a une palanquée. Et peut-être Marie, c'est pendant que je parle, en fait, si tu as l'occasion de la retrouver et qu'on peut la partager. Bah ouais, c'est ce que je suis en train de Là, chercher. vous m'entendez ou pas là? Parce qu'on se rend bien compte des échanges qu'on peut avoir de nos pratiques au quotidien. Et certainement vous aussi, que être UX designer, c'est même pas 5 pattes qu'il a le mouton, c'est plusieurs dizaines. Et donc c'est ce qui est illustré dans cette roue-là. Il faut savoir animer des ateliers, il faut savoir faire preuve d'empathie, il faut être capable d'animer des interviews, il faut avoir des compétences sur des logiciels pour prototyper, il faut, enfin voilà. Donc voilà, l'ensemble de ces compétences ont été listées. Alors, c'est peut-être pas exhaustif, j'ai pas l'origine de l'étude, je sais pas sur combien d'entretiens ça se base, mais je trouvais ça intéressant en tout cas d'avoir une représentation visuelle et que chacun puisse à un moment donné se positionner en disant est-ce que moi je me sens suffisamment à l'aise sur cette compétence-là et où est-ce que je suis plutôt à l'aise, où est-ce que j'aurais besoin de monter en compétence. Peut-être que ça aidera aussi à orienter, à aller vers des outils qui vous correspondent mieux que d'autres en fonction de l'objectif que vous cherchez à atteindre. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager Je peux pas partager mon écran en même temps qu'elle, donc Vous m'entendez? oui, je vais plutôt aller vous mettre le lien vers la roue directement. Ok? Ouais. Vous m'entendez pas? Depuis tout à l'heure. Ça, c'est vous m'entendez là ou pas? Écrit, vous m'entendez? Allô? Ah bah, du coup, Vincent l'a posté dans le chat. Ah bah merci Vincent. Voilà, tu vois, on peut compter sur la communauté. Merci beaucoup. Super. Vous m'entendez là ou pas? Voilà, comme ça, on peut tous l'ouvrir et puis la commenter. Puis Jérémy, si tu veux revenir dessus. Voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment pile dans un des sujets qui, à mon avis, va vraiment questionner l'avenir de nos métiers. Est-ce qu'on va aller vers une ultra spécialisation
master et que du coup d'autres vont prendre la main derrière pour animer l'idéation, pour réaliser le prototypage, pour animer les tests, etc. Est-ce que du coup il y aura quand même encore des profils génériques? Moi, j'ai pas de boule de cristal. C'est juste un constat qu'on fait aujourd'hui de c'est compliqué de répondre bien à tout, d'être bon partout. Donc aujourd'hui, de nous-mêmes, on s'organise pour identifier les compétences des uns des autres dans notre réseau. Et moi, ça m'arrive en fait de faire appel à des gens sur des compétences sur lesquelles moi je suis un peu moins à l'aise. Et je me dis voilà, si je veux proposer quelque chose vraiment de qualité, je préfère quelque part m'associer avec quelqu'un qui va compléter les compétences sur lesquelles moi je suis un peu moins à l'aise et pour pouvoir aligner à un niveau décent, à un niveau élevé, l'ensemble des compétences qui me semblent adéquates par rapport au projet. Est-ce que vous m'entendez là? C'est mieux? Ouais, Ah, on t'entend, ça Caroline. y est. Désolée, c'est la catastrophe ce matin. Je suis désolée parce que ma connexion marche très bien et des fois j'ai des gros bad. Donc oui, merci pour avoir comblé. Mais pas de Merci, souci. en tout cas, c'était intéressant ce que tu as dit, Jérémy. En fait, oui, ce que je voulais vous partager aussi là-dessus, c'est que, je pense que des fois, on n'a pas conscience qu'on a certaines connaissances et certains savoir-faire, et que je pense que cette roue-là, elle peut nous permettre aussi de décomposer ces savoir-faire-là et de prendre conscience qu'on a certaines choses qu'on sait faire. Si je prends un exemple, un exemple où je me dis, j'ai vraiment des savoir-faire sur l'animation de réunion, je sais gérer des participants, je sais faire ça, etc. Quand je vais devoir acquérir une nouvelle compétence qui est l'animation d'un atelier, par exemple, du coup, je sais que je peux compter déjà sur ces compétences-là que j'ai et que je ne vais pas forcément avoir besoin de me concentrer là-dessus et que je vais pouvoir me concentrer sur les nouvelles choses qui sont comment je vais timer l'atelier, quels sont les exercices que je vais faire, etc. Donc, en fait, je pense que on peut aussi essayer de prendre du recul sur ses propres atouts et ses faiblesses. Et effectivement, comme disait Jérémy, de pouvoir aussi compter sur les autres là-dessus. Donc, vous avez cette roue de Pauline Thomas et vous avez aussi le diagramme des compétences santé, peut-être que vous le connaissez aussi. Tu nous fais un partage d'écran du coup? Ouais, je vais essayer j'espère que ça ne va pas bugger. Hop. Donc là, vous m'entendez toujours? Ouais. Ok, Là, ça marche. ça va. En fait, ça c'est un article de IERGO, donc Raphaël Yarassari. Je vous partagerai aussi le lien. Et en fait, vous voyez que vous avez différentes colonnes qui représentent des compétences, enfin des domaines, on va dire plutôt. Donc analyse métier, ergonomie, UX, contenu, architecture de l'info, etc. Et qu'en fait, on dit compétences en T parce qu'il faut avoir, quand on est UX designer, un minima des compétences dans tous les domaines, mais dans des niveaux qui sont assez faibles. Donc, c'est ce que vous avez plutôt en haut du tableau. Et en fait, plus on descend vers le bas, plus on va être dans des compétences d'expert. Donc, un T, parce que du coup, il faut avoir à minima les compétences du haut, avoir survolé, en fait, à avoir quelques notions en graphisme, par exemple, quelques notions en programmation, mais je n'ai pas besoin d'être développeur expert pour faire le métier que je fais, enfin, moi en tout cas. Et ensuite, avoir à minima un ou deux domaines d'expertise. Donc, ça fait une forme de T, en fait. Et donc, ça vous permet aussi de prendre conscience de ce que vous savez faire, de ce que vous ne savez pas faire, d'en discuter aussi, si vous avez un client qui vous demande quelque chose, de dire ok, moi je me positionne plutôt là-dessus, mon domaine d'expertise c'est ça, par contre j'ai des connaissances mais je ne suis pas capable de le faire. Donc ça va vous permettre, je pense que voilà, ce que je voulais dire dans tout ça, c'était vraiment prendre conscience de ce qu'on sait faire, de ce qu'on ne sait pas faire pour s'appuyer sur ses forces et essayer de progresser là-dessus en prenant moins de risques. Je pense qu'on a moins de risques d'animer un atelier si on a déjà des connaissances en animation de groupe que si on n'en a pas du tout. Donc c'est ce que disait Jérémy tout à l'heure, je pense qu'il faut y aller progressivement, quoi. Voilà. Est-ce que je peux rebondir un petit peu aussi sur ces histoires de compétences parce que moi, je vais vous livrer ma vision des choses. C'est que je pense en fait que on va se spécialiser. Enfin, on est déjà en train de se spécialiser. Hein, clairement, on voit des UX researchers, on voit des UX writers, on voit des UI designers, des UX designers. Du coup, on ne sait plus s'ils sont généralistes ou pas. J'ai le sentiment qu'on va aller vers quelque chose que d'autres domaines ont déjà fait bien avant nous. Hein. C'est par exemple dans le domaine médical, c'est-à-dire qu'il y a des médecins généralistes qui maîtrisent globalement les choses, mais pas trop.
et qui derrière vont envoyer vers des spécialistes des différents domaines très spécifiques. Donc, je sais pas, on avait cette discussion hier, Carole, Jérémy et moi. Moi, je vois pas pourquoi on tendrait pas vers ça. Enfin, pour moi, ça me paraît évident que ça va être ça l'issue. Par contre, j'aimais bien la remarque de Carole qui disait qu'effectivement, les startups qui n'ont pas beaucoup de budget ne peuvent pas se payer et le généraliste et tous les spécialistes qui vont derrière. Donc, c'est peut-être pas mal qu'il y ait encore des profils généralistes qui savent un petit peu tout faire, même s'ils savent le faire un peu moyennement, désolé, et pas avoir, par exemple, 3-4 spécialistes. Mais moi, par exemple, pour vous dire comment je fais les choses, en ce qui me concerne, je fais appel toujours à une collègue ou un collègue qui est plutôt designer graphique, en fait. Parce que c'est des compétences que je ne maîtrise pas. Et je ne pense pas qu'on puisse raisonnablement prétendre tout maîtriser. Parce que être bon à la fois en sociologie des usages, en psychologie cognitive, en test utilisateur, en maquettage haute fidélité, en design d'interaction, en animation d'atelier, etc., etc. Enfin, je veux dire, c'est pas raisonnable de dire que une seule et même personne maîtrise tout ça et est experte dans tout ça. Par contre, qu'il y ait des espèces de médecins généralistes, enfin des designers généralistes, voilà, qui peuvent peut-être un peu chapeauter l'ensemble et après dire, hop, je te confie cette partie-là, toi, visual designer, et je te confie cette partie-là, toi, expert en sociologie des usages, ça me paraît plus cohérent. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Il y a Patrick qui pose la question, pourrions-nous émettre l'hypothèse que les compétences d'un UX suivent les besoins du business? Vous avez 2 heures. Ben oui, en fait, c'est un peu la discussion qu'on avait hier aussi. Enfin, c'est que on se disait que c'est en fonction des besoins en business et des besoins de l'entreprise. C'est-à-dire que si je suis une toute petite entreprise, qu'on est 10 salariés, je ne vais pas prendre un UX designer, plus un graphiste, plus un développeur, plus machin. Enfin, ça va être compliqué. Donc, je vais plutôt essayer de trouver un profil qui sait un petit peu tout faire. Mais du coup, j'aurais moins besoin d'aller profondément dans des choses très complexes ou très... voilà, ça va dépendre du domaine d'expertise. Si c'est pour faire un site pour, je sais pas, un commerçant, clairement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir toutes ces compétences-là? Peut-être que juste un web designer, ça suffit. Et du coup, je pense que ça va dépendre effectivement du besoin business. Par contre, si vous êtes un éditeur de logiciels pour des trucs hyper compliqués, etc., eh bien, je pense que c'est mieux d'avoir vraiment les compétences les plus expertes possibles. Ça va vraiment dépendre des besoins business, je pense, effectivement. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Si, mais je pense que cette tendance-là, on la voit dans plein d'autres métiers. Et Marie, tu as parlé de la médecine. Alors, je sais pas, mais je pense qu'on pourrait faire l'étude et on pourrait le voir dans plein d'autres métiers. Effectivement, pour moi, il y a de la place pour tout le monde à partir du moment où on fait du mieux qu'on peut et on essaie de bien faire son métier convenablement. En face, il y aura forcément des besoins. Et donc, qu'ils soient sur des ultra-expertises et donc avec des gens super pointus, avec vraiment un profil vertical hyper profond sur une thématique donnée, mais par contre qui voudront même pas forcément aller sur d'autres terrains plus généraux. Et à l'inverse, il y aura des clients qui auront peut-être un plus petit budget, mais qui ont besoin d'avoir toutes les compétences. Et à ce moment-là, on va être plutôt sur des profils plus généralistes. Donc, moi, je suis plutôt d'accord avec ça, a priori. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres remarques? Est-ce que vous avez vu des choses? Je regarde un peu le chat. J'ai du mal à naviguer dans ce chat. Je sais pas pourquoi ça lag. Ah oui, je voulais vous raconter, parce que là, je vois ce qui nous permet de nous concentrer sur la partie research, ce qui n'est pas plus mal. En tout cas, c'est comme ça que je travaille avec lui. Oui, j'avais justement une anecdote d'une copine qui me disait qu'elle avait été un peu casée dans son entreprise dans la UX research. En fait, en gros, on lui a dit, tu as un background en psycho, tu vas faire l'UX research et c'est tout. Les autres, les UX designers, ils feront les ateliers, ils feront les maquettages, etc., etc. Et elle l'a super mal vécu, en fait. Elle l'a super mal vécu d'être un petit peu cloisonnée dans cette première partie.
Et elle m'a dit, moi, ce que je voulais, c'était voir l'ensemble du process. Et moi, je pense qu'en tant que concepteur d'expérience, c'est vrai que moi, j'utilise ce terme plutôt que designer UX, mais en vrai, c'est la même chose, hein, c'est juste en français. Concepteur d'expérience utilisateur, je pense que c'est bien qu'on ait une vision globale où on a à la fois la recherche, l'idéation avec les compétences en facilitation, le prototypage, maquettage avec les compétences ou avec un binôme. En tout cas, moi, j'utilise un binôme toujours pour avoir la haute fidélité parce que je ne suis pas apte à le faire. Et les tests utilisateurs derrière. Moi, j'ai besoin, comme elle, d'avoir une vue d'ensemble. Je ne pourrais pas imaginer mon métier cloisonné dans le truc. Tu fais les entretiens, les observations de terrain du début et après, c'est fini, quoi. Donc, je ne sais pas s'il y a des boîtes qui pratiquent ça ou quoi, ou s'il y en a d'autres qui souffrent de ça. Je veux bien que vous me partagez ça dans le chat. Ça m'intéresse de savoir si cette fille est toute seule à vivre ce truc-là. J'ai vécu la même expérience aussi dans une agence qui séparait les deux, justement. Et en fait, ils m'ont demandé de choisir parce que j'avais les deux compétences. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire le design d'interface ou tu veux faire la recherche utilisateur? On ne mélange pas les deux. Et en fait, leur argument d'avoir fait ça, c'est de se dire que quand tu fais la recherche utilisateur et que tu n'as pas conçu le truc, tu biaises pas. Enfin, tu biaises encore moins, en fait, la recherche utilisateur. Ah. Non, ça peut pas couper à ce moment-là. Quand tu fais, on reprend. Quand tu fais la recherche utilisateur, et là, ça s'est arrêté. Tu biaises pas en fait. Enfin, qu'en fait, c'était ça leur argument, c'est de dire que les UX researchers, ils n'allaient pas biaiser parce qu'ils n'avaient pas participé à la conception. Ok. Va nous l'écrire dans le chat, Carole. C'est pas possible de mettre les gens en haleine comme ça. Moi, je vais faire une attaque cardiaque. Bon, qu'est-ce qu'ils ont raconté? Pourquoi? Là, vous m'entendez ou pas? C'est une blague? Oui. Ah oui, mais j'en ai marre de cette connexion pourrie. Bon, je suis désolée, hein, mais je ne peux pas faire autrement. J'ai essayé toutes les connexions et ça fait que laguer. Hein. Oui, alors je disais que leur argument de vente, c'était de dire qu'ils avaient des UX researchers qui ne biaisaient pas les résultats parce qu'ils n'avaient pas participé à la conception. Et du coup, qu'ils étaient complètement neutres. Et en fait, ils disaient qu'ils voulaient avoir des super experts parce que du coup, ils faisaient que ça toute la journée et que du coup, ils devenaient super forts en research. Voilà. Mon Dieu. Mais moi, j'étais hyper frustrée et je trouvais que ça me manquait la recherche utilisateur. Après, et en plus, je trouvais que c'était pas forcément justifié pour cette boîte-là parce que c'était une agence où on était genre 40. Donc, c'est pas forcément justifié, quoi, je trouve. Ok. Non, moi franchement, je vois vraiment pas les choses comme ça. Mais alors, c'est mon avis. Hein. Je pense pas qu'on doit cloîtrer l'UX researcher. Et en fait, je pense qu'on est là pour améliorer des produits et pour collecter des informations riches et pertinentes pour améliorer des produits. C'est un peu ça qu'on fait en fait. Et on a besoin d'être à toutes les étapes du process, hein, que ce soit l'exploration, l'idéation, le prototypage et la phase itérative, où on itère, on confronte, on itère, on confronte. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens en fait de rester coincé dans l'UX Research parce qu'on est dans un métier où on est dans le faire. On doit faire des choses pour les montrer aux utilisateurs. Et d'ailleurs, si vous ne pouvez pas faire du UX Research, j'insiste là-dessus, dites-vous bien que votre garde-fou, c'est la confrontation de ce que vous allez faire, c'est la phase d'évaluation, la dernière, les tests utilisateurs et la confrontation. C'est ça le garde-fou en fait. Même si vous ne faites pas beaucoup de recherche utilisateur, vous en faites peu, c'est pas grave. Faites un petit prototype, un petit storyboard, quelque chose de tangible, quelque chose que vous allez pouvoir montrer. Je sais pas là, est-ce que j'ai un storyboard? Là, un storyboard. Je peux le montrer. Je sais pas si vous avez vu, mais je peux projeter une personne dans l'usage, dans le concept du moins. Je peux lui dire, voilà, est-ce que tu te projettes dans cette histoire? Qu'est-ce qui te semble étrange? Etc., etc. Donc, je ne sais plus où je voulais en venir, mais n'hésitez pas à garder en tête que la UX Research est important. Si vous ne pouvez pas la faire, de toute façon, il y a ce garde-fou
qui est l'évaluation à la fin, la confrontation itérative. Et c'est peut-être ça qui est le plus enrichissant. Parce que d'ailleurs, l'agence AG Smart fait cette remarque très pertinente. Ils ont vu qu'en faisant des design sprints, c'est-à-dire qu'en design sprint, si vous regardez la méthode, il n'y a pas de UX Research à la base, hein, dans la truc originale. Ils font direct, en gros, un proto et ils le testent au bout de 5 jours avec 5 utilisateurs. Donc voilà. Et en fait, ils disent clairement que c'est lors de ces tests qu'ils apprennent le plus parce qu'ils arrivent à projeter quelqu'un dans une solution simulée et que c'est en faisant ça finalement que c'est beaucoup plus riche que d'aller faire X mille études terrain en amont, etc. Bon, c'est un parti pris, hein. Mais je trouve qu'il faut bien garder en tête ça, que si vous n'avez pas le temps, confronter un truc, c'est hyper, hyper enrichissant. C'est plus simple aussi pour les gens parce que c'est pas des questions ouvertes comme ça, genre comment tu utilises ça, etc., etc. Non, là, c'est regarde, j'ai quelque chose à te montrer. Est-ce que tu peux me donner ton avis sur ça? On a imaginé quelque chose ou l'équipe a imaginé quelque chose. Et du coup, c'est aussi plus ludique, entre guillemets, pour les participants parce qu'il y a un support. Ils peuvent se baser sur quelque chose pour rebondir. C'est pas. Enfin bref, c'est pour vous dire qu'il y a des petits hacks qu'on peut trouver. Moi, j'étais une grande fervente de la UX Research. Je ne comprenais pas qu'on puisse faire un design sprint sans faire de recherche utilisateur en amont. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. Je pense que si on peut le faire, l'UX Research, c'est très bien, c'est bien mieux. Si on ne peut pas le faire, c'est pas grave. Voilà mon point. Yes, merci. C'est pas grave parce qu'on va confronter et que c'est là qu'on va pouvoir rectifier le tir. Si on avait visé vers là et qu'en fait on est faux, on va pouvoir remettre et viser dans le bon sens. Oui, voilà, c'était un petit partage. Et du coup, je vois que l'heure tourne, il est déjà 12h10. Est-ce qu'on passe à la dernière question sur les tests utilisateurs à distance? Oui. Donc, la question, c'était comment faire des tests utilisateurs des interfaces produites efficaces à distance? Ah oui, alors attends, on fait le petit... on met en place le petit outil là. Alors, on le met après peut-être? Ou je sais pas. En fait, on avait prévu de poser une question sur les outils que vous utilisez pour faire les tests à distance. Je ne sais pas si on le met avant ou après qu'on vous ait partagé nos expériences là-dessus. Bah, c'est peut-être... attends, je vais envoyer le lien. Ok, puis, ça marche. comme ça, on voit un petit peu les outils que vous utilisez déjà pour ceux qui en font déjà. Alors, le lien, tac. J'espère que ça va marcher. Allez, Zoom, ouvre-toi. Non, il ne veut pas se rouvrir. C'est embêtant. Mince. Vous m'entendez? Ouais. Moi, je l'ai le lien. Je vais l'envoyer. Ah bah s'il te plaît, tu peux le mettre dans le chat. Ouais, allez, moi je réponds aussi. Là, j'ai carrément perdu toutes les vignettes et tout. Peut-être que je vais devoir me déconnecter d'ailleurs. Est-ce que tu crois que ça va marcher le partage d'écran pour montrer les résultats? Attends, alors je pense que ça va pas marcher parce que là il m'a carrément jeté de Zoom en fait. Excusez-moi, je vais être obligée de quitter et de revenir dans la session. Ok, ça marche. Peut-être que du coup, en attendant, on peut peut-être commencer à parler de nos... Ouais. de ce qu'on a déjà fait. Est-ce que... Ouais, pas de problème. Tu veux démarrer ou je le fais? Non, vas-y, je t'en prie. Ok, alors... quand je fais des tests utilisateurs, alors déjà, ça va dépendre de si c'est sur un smartphone ou si c'est sur un desktop, en fait, ou sur un autre type d'objet.
Pour moi, le plus simple, celui en tout cas sur lequel moi j'ai eu plus d'expérience, c'est sur les téléphones. Et dans ces cas-là, je mets à disposition un lien. Alors, ça peut être du InVision, du Adobe XD, mais quelque chose sur lequel il y a juste à cliquer. Il n'y a pas besoin de télécharger une application, etc. Et je demande à la personne du coup de se filmer en fait, qu'on se mette en visio, pour que moi je puisse l'avoir manipulé le prototype et qu'on puisse interagir ensemble. Donc, quelque part, j'essaie de reconstituer le fait que on ne soit pas l'un à côté de l'autre, néanmoins qu'elle puisse voir l'interface et qu'elle puisse me proposer en fait ses réactions en temps réel. Euh, c'est c'est pas aussi puissant en fait que ça, mais ça fait le job. Un autre moyen que j'ai pu avoir, alors là qui est un peu plus contraignant, mais en fonction des besoins, ça peut valoir le coup de proposer ça. Moi, j'ai une petite application alors, qui est c'est sur un smartphone Android qui s'appelle tout simplement enregistreur d'écran, qui a du coup une version gratuite et une version payante. Je pense que la version gratuite doit être limitée sur la durée et peut-être proposer quelques publicités, mais elle permet en tout cas de réaliser du recording d'écran. Donc, je peux voir, je vais enregistrer une petite vidéo de globalement ce qui se passe à l'écran sur le smartphone du client. Je peux avoir un retour avec la caméra frontale, le filmer en train de faire le test et naturellement avec le micro avoir le vocal. C'est assez complet et ça permet vraiment de voir où est-ce qu'il clique, parce qu'il y a du coup, des petites ondes à chaque fois qu'il va poser le doigt et qu'il va vouloir soit swiper ou slider. À chaque fois qu'il va poser son doigt sur l'écran, je vais voir où est-ce qu'il a voulu interagir. Et donc, ça me permet, pareil, de garder déjà une trace et de pouvoir la repartager après, de la réexploiter a posteriori. D'avoir quelque chose qui est vraiment assez complet en termes de livrables. Là, je vois que Marie, tu nous as partagé ton écran. Donc voilà, moi, vas-y. Oui, oui, non, mais c'était juste pour les outils. Mais vas-y, continue, Ouais. hein. Donc du coup, moi, dans les. Alors après, quand c'est des tests sur un questionnaire en fait que je peux être aussi amené à réaliser au niveau des tests. Pareil, j'ai une petite application gratuite qui permet d'enregistrer les appels. Toujours sur mon téléphone Android. Donc celle-là, elle s'appelle enregistreur d'appels. Ils ne se sont pas trop cassés la tête. Et ça permet, donc voilà, dès que je vais lancer l'appel, ça va déclencher l'enregistrement. Et à la fin de l'appel, moi, bien évidemment, je préviens l'utilisateur que je suis en train d'enregistrer l'appel. S'il n'est pas d'accord, à ce moment-là, moi, je coupe tout. Et donc, à la fin de l'appel, une fois que j'ai raccroché, je signale en fait que l'appel s'est terminé et ça génère un petit fichier. Je crois que c'est du format MP3, pareil, que je peux repartager. Donc, c'est pas impossible, c'est clair que c'est pas idéal et que c'est toujours quand même plus simple en fait d'avoir les personnes en face de soi. Maintenant, c'est pas il y a moyen en fait d'être créatif et d'essayer de reconstituer certaines conditions. L'autre problématique qu'on avait identifiée, c'était est-ce que c'est sur du temps réel, c'est-à-dire on veut voir les gens interagir avec, ou est-ce que c'est sur de l'asynchrone, à savoir comme il y a certaines plateformes sur lesquelles on peut envoyer un lien et les gens y vont quand ils ont le temps, ils font le scénario ou les scénarios qu'on leur a donné, et puis ça enregistre tous les éléments et on a un livrable à la fin. Moi, ça, je les ai peu pratiqués, en tout cas pas récemment. Moi, je suis plutôt sur des interactions temps réel, donc comme je vous les ai expliqués, mais peut-être que Marie et Carole pourront embrayer sur la suite. Oui, en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, moi j'avais fait des tests à distance il y a un petit moment, justement sur mobile où j'avais téléchargé une petite appli de visio en fait, toute bête. Par contre, je pouvais pas avoir le visage et l'écran du téléphone. Mais enfin, c'était quand même très intéressant. J'avais la voix et du coup, je pouvais enregistrer tout ce qu'il faisait à l'écran. Donc, c'était pas mal. Et c'était pour faire des tout petits tests pas très longs. En fait, je pense que je me demande si quand on fait ça à distance, il faudrait pas réduire aussi le temps. Parce que quand on fait ça en physique, moi, en général, je fais des tests plutôt d'une heure. Mais là, en fait, je me dis que en visio, ça doit être plus compliqué. Donc, peut-être que des tests d'une demi-heure, c'est peut-être pas mal. Et ensuite, là, récemment, j'ai suivi une formation sur l'outil TestApplique
et qui lui est différent parce qu'en fait, quand on fait des trucs en physique, on est en train de modérer, donc c'est synchrone, c'est en même temps. Et après, Testapic, c'est des tests qui sont asynchrones et qui ne sont pas modérés. Donc en fait, dans le logiciel, vous allez poser toutes les questions à l'écrit, donc vous allez faire votre protocole dans le logiciel pour mettre toutes les questions, tous les parcours, tous les liens, tout. Et ensuite, vous faites envoyer et en fait, vous ne voyez pas ce que fait l'utilisateur, vous ne pouvez pas interagir avec lui. Et du coup, vous avez ensuite les résultats. Quand vous avez assez d'utilisateurs qui ont utilisé votre interface, vous avez tous les résultats qui arrivent après. Donc, il y a des avantages et des inconvénients aux deux façons de faire. C'est que l'avantage de Testapic, en tout cas des plateformes qui font ça, c'est que comme c'est pas modéré, vous avez peut-être moins de biais humains, c'est-à-dire que peut-être que les gens vont peut-être pouvoir plus se lâcher, vraiment dire plus facilement que le truc il est pourri, ou enfin voilà, et que ça va permettre justement d'avoir des retours peut-être un peu plus spontanés. Par contre, d'un autre côté, ce qui est un inconvénient, c'est que vous pouvez pas rebondir sur ce qu'ils vont dire. Donc c'est-à-dire que votre protocole, il faut qu'il soit soigné aux petits oignons. Il ne faut pas se dire qu'on va pouvoir improviser. Il faut vraiment mettre toutes les questions qu'on se pose dans le protocole. Et eux, quand ils font des tests, ils recommandent 30-40 minutes max, quoi. Donc, je pense que c'est aussi le fait que ce soit en ligne. Bon, après, là, c'est le fait aussi qu'on n'est pas face à un humain, que c'est pas modéré. Donc, vous avez des avantages et des inconvénients dans les deux. Je trouve que les deux sont intéressants, mais je pense que j'utiliserais plus facilement des plateformes comme ça pour vraiment de l'utilisabilité pure. Parce que du coup, si on veut creuser des usages, des besoins, des choses comme ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on ne peut pas rebondir, on ne peut pas interagir avec la personne. Alors que si vous le faites en physique ou par téléphone, vous pouvez plus creuser les besoins. Donc, je pense que ce n'est pas tout à fait les mêmes usages, en tout cas selon moi. Vous avez tout entendu, c'est bon? Je sais pas ce que tu as fait, mais Il y a peut-être des questions déjà à ce stade? il y a Patrick qui demandait en fait au niveau du recueil du consentement RGPD quand on enregistre les gens. Donc j'ai dit un peu vite, donc je vais revenir dessus. C'est l'autorisation dès que vous allez enregistrer quelqu'un. Alors si c'est sur une plateforme tierce, c'est déjà inclus dans le package. Si c'est vous qui faites à votre initiative, je suis en train de chercher en fait pour retrouver des modèles de recueil de consentement. Il faut absolument vous protéger par rapport à ça. C'est la loi. Et donc, dès que vous enregistrez quelqu'un, le préalable, c'est de recueillir son consentement, si possible par écrit, du coup, de lui envoyer en fait ce modèle avant le call pour s'assurer que tout soit cadré et de l'informer et de recueillir son consentement. Ça, c'est indispensable. Mais ça, c'est pour tout, hein. Enfin, moi, je recommande pour tout ce que vous allez faire, même des trucs en physique et tout, vous dites bien avant même que la personne se déplace, avant même que la personne vienne, que vous allez l'enregistrer. Parce que si elle vient, qu'elle s'est déplacée et que quand elle découvre, quand elle arrive sur place, que c'est enregistré, qu'en fait elle veut pas, c'est problématique. Donc, il faut bien le dire tout ça avant. Ouais. Je pense que sur le site de la CNIL, il y a des choses, je vais regarder. Et si je le trouve pendant le call, je vous l'enverrai dans le chat. Il y a Patrick qui pose la question. Donc, on était toujours sur les outils. Je vois Hotjar. J'aimerais entendre un petit Rex. Merci. Je ne sais pas si Carole ou Marie ou si quelqu'un a déjà utilisé cet outil. Alors, Hotjar, moi, je l'avais vu dans une boîte, mais j'ai pas spécialement, j'ai pas un retour d'expérience précis parce que c'était pas vraiment moi qui étais aux manettes de ça. Mais apparemment, j'ai vu de ce que j'ai cru comprendre que c'était un outil très puissant et qui permet aussi en live de demander l'avis de gens avec une petite bulle. Vous savez, ces sortes de petits chatbots qu'on voit sur les pages. Donc avoir l'avis des personnes qui utilisent le produit. Mais que ça permet aussi plein d'autres choses. Mais franchement, je m'avancerai pas parce que j'ai pas assez creusé sur cet outil-là. Moi, aujourd'hui, ce que je connais mieux, c'est InVision. Je trouve que c'est vraiment. Il y a Karine, sinon, qui. Ah bah voilà, si vous avez si quelqu'un a un retour d'expérience sur Hotjar, levez la main et on. Ouais, moi tu m'entends, Marie? Oui. Moi, je l'utilise pas mal pour effectivement re-regarder a posteriori en fait les parcours des utilisateurs. Donc, je m'en sers surtout pour avoir, pour émettre des hypothèses.
c'est un bon point de départ. Ça permet voilà, d'avoir déjà des hypothèses sur lesquelles penser. A priori, on se rend compte qu'il y a quand même des… comme tu peux regarder les utilisateurs naviguer, tu vas voir que, je ne sais pas, par exemple, tu as un process qui est expliqué, les gens vont cliquer 10 fois sur le numéro 1 alors que c'est simplement une explication du process et que ce n'est pas le démarrage à faire. Donc, tu peux voir pas mal de choses comme ça. Donc, émission d'hypothèse, c'est pas mal. Et je l'utilise vraiment, vraiment majoritairement pour ça. Est-ce que, Karine, je ne sais pas si tu as encore ton micro activé, est-ce que moi, quand je l'avais étudié, c'était il y a déjà 3-4 ans, j'avais comparé avec Content Square, qui était, forcément, il y en avait un qui était gratuit, l'autre qui était payant, donc on s'était un peu attardé dessus, mais on avait bloqué le process dans l'entreprise dans laquelle j'étais parce que c'était hébergé à Malte. Et au niveau de la confidentialité, la politique de confidentialité des données, c'était pas hyper clair. Ouais. Est-ce qu'ils ont changé par rapport à ça ou pas? Alors, en fait, je ne peux pas te dire, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je l'ai utilisé chez Orange. Donc, Orange, ils sont tellement pénibles normalement sur la confidentialité, etc., que je pense que ça doit avoir évolué. D'accord, ok, bah, super, merci pour ce feedback. Je t'en prie. Alors, excuse-moi, après, il y a Hotjar, mais il y en a un autre qui s'appelle Mouseflow dans le même genre, qui coûte moins cher, il me semble. Hotjar, il est plus puissant. Alors, si c'est pour uniquement faire regarder a posteriori les parcours, la navigation, Mouseflow, ça coûte vachement moins cher. D'accord, et tu peux préparer en fait, parce que moi je connaissais Content Square, qui est un peu l'équivalent de Hotjar, où tu peux du coup préparer des scénarios et du coup envoyer les liens les gens sur un lien spécifique. Et du coup, ils sont face à l'interface, mais on peut leur poser des questions, on peut leur demander on peut leur donner des consignes à réaliser. Et c'est ça qu'on va observer. Donc, ce n'est pas une navigation classique, c'est vraiment dans le cadre d'un test. Hotjar, c'est plus simple. En revanche, tu peux effectivement mettre du quiz. D'accord. Tu peux afficher du quiz sur comment ils ont navigué, etc. Enfin, tu peux poser des questions. Ouais. Et Mouseflow aussi. Sur Mouseflow, oui. D'accord. Merci beaucoup. Ok, bon bah, je crois qu'il nous reste 5 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? On voit encore une autre question ou vous voulez peut-être qu'on aborde quelque chose de particulier? Ben, en 5 minutes, ça va peut-être être un peu court. Je voudrais, éventuellement, s'il reste des questions en suspens, c'est peut-être l'occasion de les adresser, parce que 5 minutes, ça va passer vite. Donc, Ouais. est-ce qu'il y a des points sur lesquels on est passé un peu vite, ou des questions qu'on a loupées dans le chat? Moi, j'ai vu… comment j'ai vu quoi? À quand la prochaine? On va reprogrammer ça. J'ai vu remplacer l'UX Research, je suis mitigée. Oui, ben, mais je l'étais aussi et je me suis ravisée, mais évidemment que si tu peux le faire, il faut le faire. Hein. Je ne dis pas le contraire, hein, Sébastien. C'est juste que je me suis retrouvée dans des cas de figure où des gens ont tellement peu de budget en fait qu'il faut il faut être astucieux et être créatif et trouver d'autres moyens de recueillir du feedback très tôt. Voilà, par exemple, le mec, il avait une seule journée. Ouais, par exemple, il a un budget, imagine, 800 € à peine pour faire quelque chose. Qu'est-ce que je lui propose? Donc, plutôt que de dire non, moi, mes devis, c'est minimum ça parce qu'il faut faire l'UX Research, parce qu'il faut faire ci, il faut faire là. Ben, je préfère réfléchir et me dire, un client qui me dit, moi, je n'ai qu'un budget de 800 € ou 1000 €. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi, Marie, pour me guider? Et ben, je vais lui dire, on va essayer de mettre en place quelque chose. Et non, tu n'auras pas. J'aime bien cette image de lumière dans une pièce. La pièce aujourd'hui, elle est dans le noir. Moi, je vais pouvoir t'éclairer avec une petite lampe torche ou mettre une lumière un peu tamisée pour que tu vois un peu plus clair. Évidemment, vu ton budget, je ne pourrais pas te mettre la grande lumière où tu verras clair tout partout. Voilà, je trouve que c'est intéressant de s'adapter aussi aux clients en fait et pas leur dire non. L'UX design, ça coûte au moins tant et si tu n'as pas ça, et ben, on ne pourra rien faire pour toi. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Il faut s'adapter et même à toutes les configurations et il vaut mieux faire petit, faire un petit truc et après peut-être que ils vont pouvoir convaincre aussi, avoir plus de budget, enfin on peut aussi, ça peut aussi évoluer par la suite. Hein. Oui, en éclairant un petit bout de la pièce,
le client va dire, mais en fait, ça y est, je comprends beaucoup mieux. Maintenant, j'aimerais que tu éclaires cet autre morceau de la pièce, etc., etc. Donc, c'est même gagnant-gagnant pour tout le monde, en fait. Euh, D'ailleurs, je voulais rebondir sur un truc là-dessus, mais alors qu'est-ce que c'était? Non, ça vient de m'échapper. Ah, zut, alors. J'ai perdu mon idée. Alors, du coup, en attendant que ça revienne, je vais juste redérouler les dernières questions. Alors, il y a Avril qui dit comment ça se passe quand on est seul? Est-ce qu'on peut adapter à notre petit niveau ou bien faut-il toute une équipe pour les différentes phases? Très rapidement, enfin, en tout cas, moi, mon avis, c'est oui, tu peux faire des choses à ton niveau. Bien évidemment, il ne faut pas, sous prétexte que tu es toute seule, ne pas s'autoriser à avancer sur les sujets. Mais pour rebondir sur ce qu'on s'est dit avant, bien être au clair sur ses compétences. Ne pas aller sur des choses toutes seules, en fait, sur lesquelles on se dit, bon, bah, on verra bien, je vais essayer, on verra bien ce que ça va donner. On risque de faire pire que mieux. Donc, c'est tout l'enjeu de ces rendez-vous qu'on se donne en fait, pour essayer d'amener cet éclairage-là. Et on peut avoir des feedbacks de gens qui ont un peu plus d'expérience. Il n'y a pas que nous, hein, il y a toute cette communauté. Et puis, bien être au clair, essayer déjà de soi-même bien se connaître et savoir où est-ce qu'on est compétent, où est-ce que ça l'est un peu moins, et pas hésiter du coup à identifier les axes de montée en compétence. Oui, et du coup, je rajouterai un truc sur ce que tu dis, Jérémy, de ne pas aller sur des choses qu'on ne sait pas faire. Parce que des fois, ça m'est arrivé de voir des gens qui me disaient bah oui, moi j'ai fait des tests utilisateurs, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Et en fait, quand je creusais un peu, quand j'essayais de regarder, en fait, les tests étaient totalement biaisés, mais vraiment beaucoup. Ouais. Et en fait, du coup, bah, tous les résultats qui sont issus de ces tests-là sont bons à jeter à la poubelle. Parce que si vous biaisez trop, biaiser un petit peu, ça peut passer, mais biaiser complètement, en fait, vos résultats, ils ne sont pas du tout exploitables, en fait. Donc là, si vous ne savez pas faire ça, ou vous essayez de vous former, ou faire ça petit à petit, ou demander, ou comme disait Jérémy, demander à quelqu'un qui sait faire de le faire, et puis vous êtes là pour observer, enfin, voilà, essayer d'avancer comme ça, mais éviter de faire des choses que vous n'avez pas du tout faire, parce que ça peut être pire que... Parce que vous dites, c'est bon, j'ai fait des tests, et en fait, du coup, c'est pas exploitable, donc ça va aller droit dans le mur, en fait. Moi, je vois pire, c'est même pas des UX designers, c'est des clients qui pensent qu'ils peuvent faire les tests eux-mêmes. Oui, oui. Et là, alors là, c'est la catastrophe parce qu'évidemment, ils arrivent avec leur proto. Alors, vous avez le menu là, ensuite vous cliquez là pour avoir ci et ça. Enfin, ils expliquent tout. Exactement. Et c'est juste pas un test utilisateur, en fait, c'est une démo produit. Et on ne peut rien en retirer puisque vous montrez tout aux gens. Donc, les gens vont vous dire, ah ouais, c'est génial et tout. Alors que si vous l'aviez laissé faire ses tâches tout seul, vous auriez vu qu'il ne comprend pas l'interface, qu'il ne voit pas où est le bouton, qu'il croit qu'il peut cliquer là, mais en fait, il ne peut pas, etc., etc. Donc là, sur ça, les clients, il faut vraiment je pense, les sensibiliser. Moi, j'ai vu pire aussi. C'est exactement ce que tu dis, Marie, en fait. Exactement la même chose. C'est quelqu'un qui faisait la démo, sauf que c'est quelqu'un qui avait passé une certification courte du X. Et donc, en fait, c'est pour ça que je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il faut être humble, il faut continuer à apprendre, etc. Et cette personne, en fait, moi, j'étais en entreprise pour donner une formation sur les méthodes UX à cette personne-là, et entre autres, et à toute l'équipe qui était avec cette personne. Et elle m'a dit, non, moi, je ne viens pas à tes formations parce que je me suis déjà formée et je sais faire. Donc voilà. Alors je pense pas que les gens qui sont ici, je pense pas que ce soit le cas, hein, mais voilà, il y a peut-être aussi des gens qui font ça. Il faut aussi partager le fait qu'il faut rester humble et il faut se dire il y a des choses qu'on sait pas faire, il y a des choses qu'on sait pas bien faire, mais c'est pas grave, on va progresser, on va évoluer, mais voilà, faut rester à sa place et voilà, et pas se dire qu'on connaît tout, qu'on sait tout faire, qu'on sait tout gérer et aller droit dans le mur, quoi. Ouais, il est 12h31. Ouais. Midi 31. J'ai pas réussi à lire le chat. Mon Dieu, je dois y aller. Merci pour il y a déjà plein de gens qui nous ont, enfin, il y a quelques-uns qui nous ont quittés ou qui doivent nous quitter, moi y compris. Mais en tout cas, on était ravis d'échanger avec vous. J'ai reposté le lien vers la petite page pour vous inscrire, pour être tenu au courant de nos prochains événements. Donc, si vous ne l'avez pas vu passer, remontez dans le chat. En fait, elle est dedans. On la repostera sur LinkedIn et sur les autres réseaux. Voilà, merci pour vos remarques, vos questions. Nous, ça nous enrichit aussi, on apprend aussi. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis, du coup, on vous dit à la prochaine. On n'a pas encore fixé la date, mais je pense qu'on aura l'occasion de se reparler très vite parce qu'on voit bien qu'il y a nécessité. Et puis nous, ça nous plaît bien et ça nous aide vraiment aussi dans notre pratique au quotidien. Donc, c'est avec plaisir qu'on échangera avec vous.
Petit mot Super. conclusion, Carole et Marie. Hein? Un petit mot de conclusion, Un Carole. petit mot, moi je suis ravie de faire ça et de partager ces moments-là, d'avoir du feedback. Non, franchement, je suis super contente et puis surtout d'avoir mes deux collègues avec moi parce qu'au début, je voulais pas faire ça toute seule. Et là, on est tous les trois et c'est super. Et si on peut vous transmettre des choses et apprendre aussi de vous, parce que, ok, on a notre expertise, mais moi, je crois beaucoup, voilà, je crois qu'on apprend tout le temps. Et moi, je suis extrêmement curieuse, donc je vais même parfois à des conférences qui parlent du X-Design. Et même si ça reprend des bases, voilà, je trouve ça toujours intéressant et comment les autres le présentent. Je suis extrêmement curieuse et je pense que c'est une des qualités des designers pour avancer toujours et pas rester Zone de sur confort. ses lauriers. Ouais. Voilà, donc je suis sûre que j'ai beaucoup à apprendre aussi de vous. C'est ça que je voulais dire, que c'est un échange, un partage. C'est pas que descendant, quoi, genre nous vers vous, c'est vraiment un échange. Carole? On n'a pas de. Je pense qu'on a perdu Carole. on a Non, pas de c'est bon, je suis Ah. là, vous m'entendez? Ouais. Tu veux conclure? Ouais, non, je partage ce que vous avez dit, effectivement. Alors là, on était assez nombreux, donc on n'a pas pu faire forcément trop participer, c'était un peu plus compliqué, mais je pense qu'on va essayer d'alterner aussi les formats. Donc la dernière fois, on avait fait un atelier, on était 10, enfin il y avait 12 personnes en tout, on était 12. Donc je pense qu'on va alterner les formats, etc., pour que, voilà, pour que ça réponde un peu à tous les besoins. C'est vrai que là, on avait élargi parce qu'on avait eu beaucoup de demandes la dernière fois et beaucoup de gens qui n'avaient pas pu venir, donc c'était voilà. Mais en tout cas, ravi en tout cas de pouvoir échanger avec vous tous et nous on aime beaucoup cette dynamique, quoi. Donc au top. Voilà. Et pour Et rebondir, d'ailleurs, si vous voulez un petit peu creuser certaines choses, n'hésitez pas à nous contacter en privé. Enfin, en tout cas, moi, je reste disponible. Je pense que mes collègues aussi. Mais ouais. si vous voulez, voilà. Et plus généralement, pour rebondir sur un des messages d'Avril, c'est vrai que c'est un point qu'on avait déjà identifié, on ne l'a pas encore mis en place, mais on va essayer de vous mettre à disposition un moyen de continuer à partager, et avec nous, mais aussi avec le reste des gens qui étaient là. On constitue une petite communauté où on peut s'échanger des tips, etc. Donc, on va y réfléchir, mais c'est un point sur lequel on va essayer d'avancer et pouvoir vous proposer quelque chose à court terme. Ouais. Ouais. Merci à tous. Merci. Bonne fin de journée. Bon appétit. Allez, bon appétit. Merci à tous. Au Au revoir. revoir. Ciao. Ciao.